Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument fondamental pour le bac. Comment, en à peine 30 ans, le monde a-t-il pu basculer de l'espoir immense né de la chute du mur de Berlin au monde complexe et incertain que nous connaissons? C'est ce grand basculement des rapports de puissance depuis 1991 que nous allons décrypter ensemble. Tout est résumé ici. D'un côté, 1989, un mur qui tombe et avec lui la promesse d'un monde en paix. De l'autre, 2001, deux tours qui s'effondrent et c'est le début d'une nouvelle ère de conflits et de doutes. Toute la période qu'on va étudier s'articule autour de ce contraste saisissant. Voilà donc la problématique qui va nous guider, celle que vous pourriez retrouver dans un sujet de composition. Comment est-on passé de l'un à l'autre? Comment le monde, qui semblait promis à être dominé par une seule puissance, est-il devenu ce qu'on appelle aujourd'hui multipolaire? Alors, commençons par le début. On rembobine jusqu'au tout début des années 90. L'Union soviétique vient de s'effondrer et une seule superpuissance reste debout, les États-Unis. Écoutez bien cette phrase du président américain de l'époque, George Bush père. Elle capture parfaitement l'optimisme du moment. Il dessine l'image d'un monde pacifié, régulé par le droit international, avec les États-Unis comme leader bienveillant et l'ONU comme arbitre. C'est une vision très optimiste. Et pour décrire cette situation totalement inédite, un ministre français, Hubert Védrine, va forger un néologisme, un mot nouveau qui va faire date, l'hyperpuissance. Attention, ce n'est pas juste une superpuissance. Le préfixe hyper suggère une domination totale, sans équivalent, dans absolument tous les domaines. Et cette hyperpuissance, on la voit concrètement à l'œuvre. Militairement, les États-Unis pèsent pour près de la moitié des dépenses de défense mondiale. Économiquement, c'est plus d'un cinquième de la richesse mondiale. Et sur le plan diplomatique, ils sont au centre du jeu, comme lors des accords d'Oslo. On les appelle parfois les gendarmes du monde. Mais voilà, ce bel édifice, ce rêve d'un ordre mondial stable, va très vite se fissurer. Des conflits d'une violence inouïe vont éclater et la communauté internationale va se montrer incapable de les empêcher. Le décalage entre la promesse et la réalité est brutal. Les années 90, qui devaient être celles de la paix, voient le retour de l'horreur sur le sol européen et africain. Ce chiffre, environ 800 000 morts. C'est le bilan du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 100 jours de massacre pendant que le monde, et notamment l'hyperpuissance américaine, regarde ailleurs. C'est peut-être le symbole le plus tragique de l'échec de ce nouvel ordre mondial. Et le Rwanda n'est malheureusement pas un cas isolé. En plein cœur de l'Europe, en ex-Yougoslavie, on assiste à du nettoyage ethnique. En Tchétchénie, la Russie mène une guerre terrible dans l'indifférence quasi générale. On le voit bien, la fin de la guerre froide n'a pas signé la fin des guerres, bien au contraire. Et puis, il y a une date, une seule journée, qui va tout faire basculer, qui va frapper l'hyperpuissance en plein cœur et redéfinir les relations internationales pour les 20 années à venir. Le 11 septembre 2001. Les images, on les connaît tous. Elles ont fait le tour du monde en direct. Une série d'attaques coordonnées qui visent les symboles de la puissance américaine, le commerce, l'armée. Le bilan est terrible. C'est un traumatisme planétaire qui met fin, brutalement, à l'optimisme des années 90. La réaction américaine est immédiate et cette petite phrase de George W. Bush, prononcée quelques jours après les attentats, dit tout. Le monde devient binaire. Il n'y a plus de place pour la neutralité ou la nuance. On entre dans l'ère de la guerre contre le terrorisme. Et cette nouvelle doctrine se traduit par deux guerres. D'abord l'Afghanistan, en 2001, avec un large soutien international, mais c'est surtout la deuxième, l'invasion de l'Irak en 2003, qui marque une vraie rupture. Pourquoi ? Parce que cette fois, les États-Unis y vont seuls, ou presque, sans l'accord de l'ONU. C'est l'apogée de l'unilatéralisme américain. Et paradoxalement, cette affirmation de puissance, couplée à la crise financière de 2008, va en fait accélérer l'affaiblissement relatif des États-Unis et confirmer l'émergence d'un monde multipolaire. Ce graphique est très clair. Attention, il ne dit pas que les États-Unis ne sont plus une puissance, loin de là. Mais leur part dans le gâteau mondial se réduit, tandis que d'autres acteurs, la Chine en tête, connaissent une croissance spectaculaire. Alors, qui sont-ils, ces nouveaux pôles de puissance ? On parle souvent des BRICS, cet acronyme qui regroupe de grands pays émergents. Il y a évidemment la Chine, dont l'ambition est planétaire, et il ne faut pas oublier la Russie, qui, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, veut retrouver son statut de grande puissance sur la scène internationale. Bon, maintenant qu'on a posé les grands jalons factuels, on va monter un peu en complexité. Pour le bac, raconter ne suffit pas. Il faut être capable d'analyser, de critiquer des théories, de faire preuve d'esprit critique. Et justement, il y a une thèse qui a eu un écho immense après le 11 septembre, c'est celle de Samuel Huntington, le choc des civilisations.
Alors voilà un excellent exercice de méthode pour le bac. D'un côté, Huntington dit en gros « les conflits ne sont plus idéologiques, ils sont culturels, c'est l'Occident contre l'islam, etc. » De l'autre, des critiques comme l'historien Tsvetan Todorov répondent « attention, le concept de civilisation est très discutable, les cultures ne sont pas des blocs homogènes et les conflits ont des causes bien plus complexes que la simple religion. » Vous voyez le principe? Questionner les définitions, confronter aux faits, analyser les intentions. C'est ça, une étude critique. Pour bien maîtriser le sujet, il faut aussi maîtriser le vocabulaire. Retenez bien ces 3 notions, elles sont au cœur du chapitre. Le multilatéralisme, c'est l'idée de coopérer à plusieurs. La guerre asymétrique, c'est le type de conflit qui oppose une armée régulière à un groupe terroriste. Et le state building, c'est cette tentative, souvent ratée, de reconstruire un État après une guerre. Pour synthétiser tout ça, voici les dates vraiment incontournables. Ce sont les grands tournants, les moments de bascule qui structurent toute la période. Il faut les connaître et savoir les expliquer. Voilà, nous avons parcouru ce passage complexe d'un espoir d'unité à un monde éclaté. La question qui reste et qui est au cœur de notre présent est la suivante. Dans ce monde multipolaire, sans véritable gendarme, comment peut-on répondre collectivement aux immenses défis qui nous menacent tous? C'est sans doute ça le principal héritage et le principal défi de cette période.